Je vais vous parler effectivement d'anonymisation. J'aurais pu intituler mon exposé, non pas par une question anonymiser les données, mais peut-être anonymisation, une fausse bonne idée. Je vais essayer un petit peu de m'en expliquer. Comme a dit Frédéric, on s'intéresse à des données pour la recherche à caractère personnel, sensible. Donc, je ne vais pas revenir sur l'énumération qu'a faite Frédéric. Je pourrais peut-être y rajouter aussi ce qu'on recherche et peut nous intéresser, ce qu'on appelle les données scolaires, dans la mesure où ça concerne des mineurs et qu'effectivement, de façon un peu indirecte, c'est abordé à travers le RGPD. Donc, on pourrait peut-être les considérer comme sensibles et donc, il faudra y faire attention au niveau de la recherche. Alors, pour quelles utilisations ? Je reprends les idées. Il faut pouvoir collecter ces données de recherche, les stocker, les échanger, les publier. Qu'est-ce qu'on en fait essentiellement ? On va poser des requêtes, on va pouvoir les agréger, en faire des corrélations. Et ça a été évoqué déjà plusieurs fois dans les exposés précédents. Bien sûr, on va faire tourner dessus, faire exécuter des algorithmes d'apprentissage. Donc, ce sont à ce moment-là des données d'entraînement. Alors, quelles sont les questions pour le chercheur ? Respecter la confidentialité des données. Ça a été dit. Mais il lui faut trouver un bon compromis, c'est aux chercheurs que ça revient, entre disposer d'une information maximalement pertinente, lui ce qui lui intéresse c'est que les données soient consistantes, qu'elles soient informatives pour ses recherches, et en même temps, c'est ce que demande le RGPD, que l'information soit minimale. Pour protéger l'individu, il faut garder que les choses qui sont nécessaires pour ses études. Une question qui est importante aussi pour le chercheur, s'il ne se la pose pas, il devrait se la poser, il faut qu'il soit capable d'évaluer la qualité des données finalement manipulées. Donc on a vu, il y avait tout un travail d'aller chercher les données, comment les choisir, comment qu'elles ne soient pas biaisées, etc. Mais au final, il faut qu'il soit capable aussi d'évaluer ce avec quoi il va devoir travailler. Alors, est-ce que l'anonymisation est une solution ? L'intérêt, d'après le RGPD, c'est que si des données sont vraiment anonymes, ce ne seront plus des données à caractère personnel. Les chercheurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. Alors, il y a plusieurs obstacles. Premièrement, il y a des données de recherche qui, par nature, par essence, ne peuvent pas être anonymes. Je reviendrai un petit peu dessus, puisque j'effectue ma recherche en bioinformatique. Les données génomiques contiennent des traces identifiantes très fortes. Les paramètres biométriques aussi, si on regarde les images des visages, on voit bien que ce sont tous des données qui ne peuvent pas être anonymes. Nouvelle problématique, on en a peu parlé, mais ils deviennent de plus en plus prégnants dans notre vie quotidienne et aussi dans celle du chercheur. L'Internet des objets, les objets connectés, comment effacer le lien entre ces fameux objets et ceux qui les portent, par exemple. Ensuite, c'est bien d'avoir des données anonymes, résultant d'un processus d'anonymisation, mais si le processus d'anonymisation est complet, c'est irréversible. Ça peut poser un problème pour un chercheur de ne plus pouvoir savoir à qui raccrocher telle ou telle donnée. D'autant plus que le but des données, c'est, comme on a dit, de pouvoir être échangées, partagées, réutilisées. Donc, quelque chose qui est très important aussi, c'est que les chercheurs, au niveau de leur intégrité scientifique, se doivent d'être capables de reproduire leurs travaux, sinon eux, d'autres collègues. Donc, par rapport aux problématiques de la reproductibilité, l'anonymisation peut faire souci. Alors, je reprends juste la notion de pseudonymiser qu'a déjà évoqué Frédéric. Tout simplement, on va dire, on a créé un pseudonyme, j'enlève des identifiants, donc pour parler très simplement, nom, prénom, date de naissance, puis j'ai créé un pseudonyme, ça peut être ABW77, voilà. C'est un identifiant indirect. Par exemple, je peux très bien avoir à côté une table où j'ai une correspondance entre la liste de mes pseudonymes et les vraies personnes qui sont pseudonymisées. Après, tout le problème se pose, qui possède cette table de correspondance, est-elle sécurisée ou non ? Enfin, déjà, pseudonymiser, c'est une première étape, et le RGPD s'y intéresse dans la mesure où il faudra leur impliquer un certain nombre de principes relatifs à la protection de ces données, dans la mesure où, quand il y a eu pseudonymisation, avec éventuellement des informations supplémentaires, on pourrait réidentifier la personne. On ne parle que de pseudonymisation. Si on va plus loin et qu'on veut anonymiser, je ne fais pas d'étymologie, ça veut dire juste on a enlevé le nom. On a enlevé les éléments identifiants. Alors ça, c'est le premier point. Donc on va parler de déidentification. Il n'y a plus de lien avec le monde réel, avec les individus dont on veut parler. Mais, et c'est beaucoup plus fort, il faut aussi qu'on n'ait pas laissé des informations qui permettraient de réidentifier une personne physique. Alors là, ça devient un petit peu compliqué. On vous parle que cette réidentification ne serait pas possible avec des moyens raisonnable, on nous donne quelques suggestions raisonnables en coût et en temps. C'est les deux notions de ressources fondamentales en informatique. On vous précise que ça doit être
directement ou indirectement. Donc indirectement, c'est-à-dire que vous disposez d'une base de données parlant d'individus, mais peut-être que si vous alliez chercher les informations ailleurs, c'est donc indirect, vous pourriez, en un temps raisonnable et à faible coût, réidentifier. Ce serait à ce moment-là pas des données anonymes. Il faut aussi tenir compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l'évolution de celles-ci. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font que pour que des données soient anonymes, ce n'est pas gagné d'avance. Okay ? Alors, premier problème qu'on se pose en tant qu'informaticien, comment définir rigoureusement cette notion de données anonymes ? On a supprimé des éléments identifiants. Pourquoi pas ? Avec des moyens raisonnables, est-ce qu'on ne peut pas réidentifier ? C'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Après, il ne faudrait pas avoir possibilité de recourir à des informations supplémentaires pour réidentifier. Mais quelles sont ces informations supplémentaires ? On sait que les sources de données sont de plus en plus nombreuses. Les technologies disponibles, on les connaît à peu près, et encore, elles sont foisonnantes, et en plus, elles évoluent. Donc c'est très, très difficile. Donc j'insiste là-dessus. Cette notion d'anonymat, à laquelle il est fait allusion dans le RGPD, est très difficile à fournir. Alors, je donne un exemple bien connu, ancien, 1997, donc plus de 20 ans, où pour montrer justement que pseudonymiser ou supprimer simplement des identifiants ne permet pas d'anonymiser au sens fort. Okay ? Donc, c'était aux États-Unis, une base de données médicale, GIC, donc là, c'est ce qui est en mauve sur mon dessin, qui donnait un certain nombre d'informations, et les gens s'étaient dit, c'est quand même des données de santé, on supprime un certain nombre d'éléments identifiants. Donc là, ce qui est barré, c'est le nom, le numéro de sécurité sociale. Sauf que il y avait une autre base de données qui, elle, était beaucoup plus publique, donc c'est celle en verte, sur les listes électorales, où il y a un certain nombre d'informations, le nom, donc le nom qui est identifiant, l'adresse, la date d'enregistrement, éventuellement, comme on est aux États-Unis, les partis auxquels on est affilié. Et puis, en commun, on trouve un certain nombre, ce qui est en bleu, d'informations, le code postal, la date de naissance, le genre. Eh bien qu'on ait supprimé les éléments, ou qu'on ait cru supprimer les éléments identifiants, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, déjà en 1997, par simple croisement de deux sources de données, on pouvait retrouver toutes les informations concernant un individu, et il se trouve que c'est le gouverneur du Massachusetts dont le dossier médical a été dévoilé. Voilà, donc ça c'est un exemple de réidentification par croisement. Mais il y a l'autre cas que vous connaissez sans doute, mais sur lequel je veux revenir. Il y a à la fois le fait qu'on peut croiser plusieurs sources de données, je dirais plusieurs bases de données, mais il y a aussi le fait que nous pouvons être identifiés par les requêtes que nous faisons sur le web, toutes les interrogations que nous faisons. Nous avons un certain nombre de préoccupations qui sont traduites par les mots-clés que nous tapons sur notre moteur de recherche. Donc 2006, un petit peu plus récent. Donc, ils étaient très contents. Ils avaient collecté, AOL avait mis 20 millions de requêtes de recherche sur le web à la disposition du public. Et ils se sont dit, pas de problème, les individus ne pourront pas être identifiés. Nous avons introduit donc ici des numéros comme le 44 17 749. Malheureusement, ce nombre, qui était là pour en fait rendre anonymes les individus dont on avait stocké et mis à disposition du public toutes les requêtes, ce nombre a fini par avoir un visage. Donc cette personne a été, je n'ai pas voulu mettre l'image qui court aussi sur le web, j'ai dit non. Cette personne a été identifiée parce qu'à force de poser des requêtes, elle posait des requêtes sur son prénom, elle posait des requêtes sur ses chiens, il y avait des images qu'il a montrées avec son chien, etc., etc. On a fini par dire, mais il s'agit bien de telle personne. Alors, évidemment, une fois qu'on a identifié au moins une personne, AOL a été contraint de retirer ces informations. Alors, si j'ai mis cette anecdote qui est un petit peu connue, c'est que c'est quand même intéressant de voir la démarche de AOL, mais on avait fait ça d'abord parce qu'on croyait, donc là c'était complètement illusoire, protéger les individus dont on donnait toutes les nombreuses requêtes, mais on voulait aussi que ça profite aux chercheurs académiques. Donc voilà, là on est déjà dans la problématique, comment faire pour à la fois protéger les individus, nous, les membres de la société, et en même temps pouvoir permettre une certaine recherche académique sur un certain nombre de sujets. Alors, je vais aborder donc le domaine que je connais bien en bioinformatique, les données génomiques. Donc, on a déjà dit qu'il y avait des données qui étaient un petit peu fortement identifiantes. Et sur les données génomiques, première question, est-ce que c'est une donnée
personnelle, c'est-à-dire est-ce que mon génome, par exemple, m'appartient? Est-ce que c'est uniquement des informations autour d'un individu? Ou bien est-ce qu'on peut considérer que le génome humain, j'en ai hérité, etc., il appartient peut-être à l'espèce humaine? C'est des questions. Elles sont fortement identifiantes. Donc là, si on parle de ce qu'on appelle les SNP, là, les Single Nucleotide Polymorphism, avec 50 000 SNP, on peut identifier un individu dans une cohorte. Donc ça, c'est une publication dans PLOS Genetics 2008. Ce qui veut dire que même si on dit « Ah, mais il ne faut pas avoir des données qui sont uniquement sur un individu, mais on pourrait essayer de les agréger », ce n'est pas gagné dans un domaine de recherche qui traiterait de données génomiques. Pire, si on enlève des informations identifiantes concernant les données génomiques, elles n'ont plus beaucoup d'intérêt. C'est peut-être plus général sur les données de santé, on y reviendra sans doute cet après-midi dans la deuxième table ronde, mais il faut bien voir que minimiser l'information pour protéger l'individu, on ne peut plus maximiser l'information pertinente. Alors j'ai mis aussi, donc, encore plus récent, un article de Science 2013 qui montre aussi des processus de réidentification simples. Donc pareil, on va parler de bases de données un petit peu, je dirais, expertes. Donc par exemple, on utilise des génomes de personnes pour lesquelles on connaît des courtes répétitions en tandem, short tandem repeat, sur le chromosome Y. Et on peut croiser avec des bases publiques, récréatives, de loisirs, de généalogie génétique, et ça permet de retrouver les noms de certaines personnes. Voilà. Alors, ça pose bien le problème des données ouvertes, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent donc laisser place à une réidentification. On parle souvent de science ouverte, donc est-ce qu'il faut laisser à tous l'accès de données personnelles, je mets maintenant des guillemets, puisque je viens d'expliquer que ce n'était pas tout à fait individuel quand c'est un génome, qui permettent de relier aux individus. On a déjà parlé des problèmes des banques, des assurances, de l'emploi, tout ce qui concerne le problème de la santé. Donc il y a un risque de discrimination génétique. Et puis, c'est non seulement des données sur un individu, mais sur sa famille. Et puis, comme il y a après transmission de ce patrimoine génétique, la confidentialité aussi devrait s'inscrire dans une très longue durée. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc j'ai dit peut-être quand même que anonymiser, quand on peut, pour certains types de données, ce serait intéressant. Alors déjà, anonymiser, ce n'est pas faire de la cryptographie. Quand on crypte des informations, c'est qu'on veut échanger entre deux personnes, mais deux personnes qui se font confiance. Et le but, c'est d'essayer d'éviter qu'un tiers, entre guillemets méchant, un attaquant, ne vienne prendre les données. Ici, quand on dit qu'on veut anonymiser les données, le chercheur n'est pas un attaquant potentiel, mais l'individu possède des données qui pourraient être saisies par n'importe qui à l'extérieur. Alors, quels sont les critères qu'on peut énumérer pour une bonne solution d'anonymisation? Donc là, je m'appuie sur des exposés de Claude Castelluccia et aussi de la Commission européenne des CNIL. Premier critère, on ne peut plus identifier une personne physique, donc c'est un principe d'individualisation. On ne peut plus ou pas inférer de nouvelles informations sur un individu. Et on ne peut plus relier deux ensembles de données distincts qui concernent une même personne. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est des problèmes de corrélation. Alors, un exemple tout bête, imaginons que j'ai des données que j'ai choisi de représenter sous forme tabulaire. Je ne vous dis pas qui c'est, donc j'ai sans doute enlevé nom, prénom, j'ai enlevé peut-être même la date de naissance, j'ai gardé que l'âge. Et donc, j'ai un pseudonyme, j'ai en première colonne des numéros. Et puis, j'ai des informations qui m'intéressent d'un point de vue santé, des noms de maladies. Est-ce que mes données sont anonymes? Elles sont pseudonymisées, certes, mais est-ce qu'elles sont anonymes? Est-ce que je peux identifier un individu? Si je vous parle d'une personne qui a 72 ans, vous allez me dire, si vous allez dans cette table, que forcément, c'est l'individu numéro 9, parce que c'est le seul qui, pour cet attribut âge, possède la valeur 72. Donc, j'aurais pu l'identifier, le premier critère n'est pas satisfait. Alors, une fois que j'ai l'individu, j'ai toutes les informations sur cet individu, bien sûr. Deuxième question, est-ce que je peux inférer des connaissances? Donc, par exemple, je me dis, j'ai un individu de 28 ans, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce que je peux inférer sur lui des informations? Oui, dans la mesure où tous les individus de cette table qui ont 28 ans possèdent la même maladie, cancer. Donc, je ne peux pas dire qui est cet individu de 28 ans, mais j'ai des informations sur cancer. Donc, c'est des petites notions très simples sur cet exemple, mais qui montrent après, de façon plus élaborée, que les solutions pour anonymiser les solutions algorithmiques ne sont pas simples.
Alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Là, c'était une table très simple avec très peu de descripteurs, très peu d'attributs. Mais en fait, c'est très difficile de connaître exhaustivement, c'est-à-dire de façon complète, tout ce qui est quasi identifiant pour pouvoir les éliminer. Ensuite, il y a beaucoup de combinaisons de descripteurs qui peuvent être utilisés pour identifier. Donc, c'est pas imaginer toutes les combinaisons possibles, c'est pas simple. Et en plus, on peut combiner avec d'autres sources de données qui sont de plus en plus nombreuses, qu'il est difficile aussi d'énumérer de façon exhaustive. Ça devient vraiment une gageure. Ensuite, on parle de on voudrait ne plus être identifié, donc être perdu dans une foule, mais en fait, nous sommes uniques de différentes façons. C'est comme ça que la fameuse dame au chien avait pu, avec les requêtes AOL, être identifiée. On a des profils de navigation sur le web. Moi, par exemple, j'ai une signature, là, vous n'avez pas ma main, vous n'avez pas ma calligraphie, mais j'ai toujours la même fonte pour mes exposés, les mêmes couleurs, la même taille de fonte, etc. J'ai un profil pour ma façon de faire des diapositives. Donc, même si on enlevait la première page, on pourrait dire, tiens, c'est peut-être moi. Alors, pas de solution générique, c'est ce sur quoi s'accordent les chercheurs informaticiens. Il faut plutôt chercher des solutions adaptées selon le type de données, les modèles d'attaque possibles, etc. Deux grands principes. Une idée, c'est de se dire, on transforme les données pour qu'elles ne réfèrent plus à une personne réelle. En altérant des informations, en ajoutant du bruit. Donc, on parle de méthode d'obfuscation. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je renverrai plus loin un des documents. On peut aussi généraliser. Alors, généraliser, si pour une certaine classification, on a comme une ontologie avec des concepts de plus en plus génériques. On peut agréger les données, avoir des corrélations, de façon à ce que ces informations ne soient pas spécifiques à une personne, mais à un ensemble de personnes. Alors, je mentionne, mais je ne rentrerai pas dans les détails, deux grandes approches qui ont été développées par les chercheurs informatiques. La première, c'est la K-anonymisation. Donc, l'idée simple, c'est que dans chaque groupe, chaque individu est identique par sa description à au moins K-1 autres individus. Par exemple, c'est ce que j'ai fait quand j'avais pseudonymisé. Vous vous souvenez, j'avais demandé si la personne a 28 ans. Vous vous souvenez, je ne savais pas laquelle c'était. Il y en avait au moins deux autres qui avaient à peu près la même description, puisqu'il y en avait en tout 3 qui avaient le cancer. Alors, cette méthode, qui est encore très utilisée, suppose que quand même au sein d'un groupe, il y a une certaine diversité et malheureusement ne protège pas complètement du fait qu'on peut réidentifier en croisant avec d'autres bases de données. Une deuxième approche, qui a plus le vent en poupe, je dirais, même si elle n'est pas parfaite, c'est la differential privacy. Alors, grosso modo, vous avez une base de données, vous ne voulez pas qu'on identifie bien les éléments dedans, donc vous allez la transformer un peu, ce que j'ai appelé une BD étoile. Petite modification. Vous avez un algorithme, par exemple. Vous allez essayer d'ajouter un bruit contrôlé. Mais la base BD étoile que vous avez obtenue, elle pourrait venir d'autres bases de données. Donc, ça pourrait venir de BD ou de BD prime. Et le but du jeu, c'est que justement, vous avez construit une base BD étoile qui vient d'une base BD, mais qui fait que vous n'aurez pas de réversibilité en vous disant s'il y a eu BD étoile, c'est que ça venait de BD. Ça aurait pu venir aussi d'une autre base BD prime. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une intuition. Alors, ce qui est important quand on propose ce genre de technique d'anonymisation, c'est d'être capable d'évaluer le risque de réidentification, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de méthode générique qui donne à 100% l'anonymisation sûre. Donc, il y a toujours un petit risque. Donc, ce qui importe aux chercheurs qui proposent ces méthodes, c'est d'être capable d'évaluer ce risque. Donc, il y a une méthode, je parlais de Klaus Castelluccia, sur le differential testing, basé sur l'apprentissage machine, qui permet d'évaluer la robustesse de différents schémas d'anonymisation. Voilà, alors plus généralement, quand on essaye d'évaluer, on fait des benchmarks, c'est-à-dire qu'on se donne plusieurs grands ensembles de données et puis on va appliquer plusieurs algorithmes et on va voir comment ils se comportent sur ces ensembles de données. Donc on fait à ce moment-là des analyses de risque. On pourrait imaginer, on pourrait faire des certificats pour ces méthodes d'anonymisation. Donc une espèce de standard, de norme qui dirait telle méthode est correcte et on sait qu'elle associe à tel risque. Faire des audits régulièrement sur les ensembles de données des chercheurs qui ont été anonymisés en utilisant telle ou telle méthode. Évidemment, par rapport à ces méthodes d'anonymisation, il faut mettre des règles juridiques et prévoir éventuellement des sanctions et éventuellement développer un traquage, un traçage des personnes qui essayent de désanonymiser ces données. Alors, pour conclure, les données de recherche, on a vu, selon leur nature, sont plus ou moins faciles à anonymiser.
À noter que, bien sûr, les pratiques sont très hétérogènes selon les pays, même en Europe. Par exemple, sur les données génomiques, il n'y a pas le même comportement que dans d'autres pays. En France, on n'a pas le droit de séquencer à titre personnel son génome. On a le droit de le faire que pour des fins médicales ou de recherche scientifique. Donc ça, c'est déjà une disparité même au sein de l'Europe. Le RGPD est perçu à la fois comme éducatif, comment est-ce qu'on dit, comme vertueux pour un certain nombre de pays qui ne le pratiquent pas, mais aussi comme très contraignant. Donc on pourrait imaginer un tourisme scientifique vers d'autres pays pour échapper au RGPD. C'est un grand problème de ces données liées aux données personnelles. À noter aussi que j'ai parlé d'anonymiser, mais on peut faire aussi des tas de choses avec le consentement des individus, ce qui change la donne et le problème de est-ce que je travaille avec des données qui sont pseudonymisées ou anonymisées. Après, évidemment, une fois qu'on a le consentement des individus, ils l'ont donné pour un but précis, une période précise, il faut vérifier comment ces données circulent, il faut pouvoir garder le contrôle. Et puis, bien sûr, développer la recherche sur les techniques informatiques d'anonymisation des données. Alors, des premières recommandations pour le chercheur, parce que j'ai noté ce matin, on a bien parlé qu'il fallait qu'il y ait une meilleure, comment est-ce qu'on a dit, un meilleur dialogue entre la société et les chercheurs. Gilles a carrément dit il faudrait même que la société prenne ses responsabilités. Refonder, oui, mais prenne en charge les enjeux sociétaux. Alors peut-être pas toute seule, ou alors à considérer que les chercheurs font partie de la société, mais je pense que c'est aussi très important pour les chercheurs, qui parfois peuvent même dire, moi je prends en charge l'anonymisation des données, ou je prends des données qui ont été anonymisées, je ne sais pas comment. Je pense que la responsabilité du chercheur est tout à fait fondamentale. Et on refondera quand même le lien avec la société civile à travers de la pédagogie, de l'information. Mais pour le chercheur, je pense que c'est à lui de veiller, que ce soit en sciences humaines, en sciences de la santé ou peu importe, c'est à lui de veiller que les données recueillies ne soient pas identifiables. Pour moi, ça fait partie de l'éthique du chercheur, donc directement ou par croisement d'informations. C'est à lui qui revient de stocker l'information, l'échanger de façon sécurisée. C'est à lui de dire est-ce que je suis sûr, est-ce que j'ai des garanties que... Comme recommandé par le RGPD, surtout si les données ne sont que pseudonymisées, mais même avec des données anonymisées, n'utilisez que l'information pertinente, minimale dont il a besoin. Toujours un objectif précis. Oui, je sais, mais ces données pourraient être intéressantes pour un autre objectif un peu plus loin. Et on ne sait plus qui a donné les données, donc on ne peut pas redemander aux personnes si leur consentement est toujours valable pour un deuxième objectif. Pour une durée limitée, oui, c'est contraignant. Donc, si je refais un deuxième projet ANR où j'aurai besoin de ces mêmes données, est-ce qu'il faut que je recontacte les gens qui m'ont donné ces données et en informant les personnes dont ils recueillent les données. Et puis, c'est un peu aux chercheurs aussi, avec l'aide des informaticiens qui peuvent le faire, d'effectuer une veille régulière sur les techniques de réidentification qui évoluent. Alors, juste pour aller plus loin, donc j'ai fait qu'effleurer le sujet, donc je vous invite tous à une journée organisée le 3 juillet par la CERNA. Donc, donc la CERNA, c'est la Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten. Merci Claude. Et alors, vous avez vu, j'ai utilisé la bonne vieille technique des lettres anonymes, voilà, pour pas que vous reconnaissiez mon style, la taille des caractères, la police que j'utilise et les couleurs. Voilà. Et je voudrais remercier tous les membres du groupe de travail sur l'anonymisation, qui se déroule dans le cadre de la CERNA, dont certains sont ici, en tout cas Christine Balaguet, Daniel Boursier, Max Dauchet, Gilles Dowek, Jean-Gabriel Ganassia qui co-anime avec moi ce groupe de travail, Claude Kirchner qui est ici et qui animera la table ronde cet après-midi, Doris Kirchner, Claire Levallois, Bart, Alice René, Félicien Vallet, Sophie Vuillette-Tavernier, Célia Zolinski, et puis des experts que nous avons auditionnés, dont Amandine Jambert, Marilyn Laurent, Vincent Rivolier, Alain Viary, Pierre Swagenbaum et Claude Castelluccia. Voilà, merci. Et donc, rendez-vous.